01 Business avec Frédéric Simotel. Voilà, et s'il y a bien une accélération digitale que l'on suit en live depuis plusieurs mois, c'est bien celle de tout ce qui touche à la blockchain, aux crypto-monnaies, aux NFT. On va parler de tout ça avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Carl Toussaint-Duvas, bonjour. Bonjour Frédéric. Cofondateur de Net Investissement. Donc évidemment, vous investissez dans ces crypto-monnaies. Avec nous également Gabriel Maoumani, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Panda Dynasty, donc une collection de NFT. Vous nous en reparlerez certainement. Et puis Reda, bonjour. Bonjour. Reda Boutika, donc Chief Analyst chez XTB France. Le thème, alors on a mis avec Damien Hélène, avec qui on prépare cette émission, on mettait comment les crypto-monnaies vont révolutionner le commerce de demain. Déjà, crypto-monnaies, commerce, on peut les... Oui, Carl, ça y est, on peut les allier ou... Le nerf de la guerre pour que le commerce rejoigne les cryptos et que les cryptos rejoignent le commerce, c'est déjà que le commerçant accepte les cryptos et qu'il soit équipé d'un wallet. Ça, c'est le point de départ. Après, on est encore émergent sur cette classe d'actifs. Donc, le Bitcoin, par exemple, qui est très connu, n'a a priori, parce qu'on va voir ça dans 10 ans, mais pas vocation à être une monnaie. C'est plutôt une réserve de valeur. Mais il y a des sites, il y a des sociétés qui acceptent déjà le paiement. Qui dit, voilà, on pouvait acheter. Alors, après, il a dit non, puis après, il est revenu en arrière. Donc, en fait, c'est une question d'adoption. En fait, pour que la crypto soit adoptée, il faut que le commerçant l'accepte. En fait. Voilà. Ensuite, elle est facilement convertible dans une monnaie fiduciaire classique. Et ça, aujourd'hui, Reda, le fait que les commerçants acceptent, on en voit certains qui se disent, tiens, faut que je me lance. Oui, tout à fait. C'est devenu extrêmement simple d'accepter les crypto-monnaies. Il y a des moyens comme par exemple BTC Pay Server qui nécessitent quand même un peu de connaissances techniques, mais d'autres moyens beaucoup plus simples. On perd en décentralisation, mais c'est très facile à mettre en place. Et je pense que les commerçants n'auront pas de mal à s'adapter aux crypto-monnaies. On l'a vu, ils s'adaptent très très vite avec notamment la pandémie, avec notamment le commerce en ligne, le paiement sans contact. Et il faudrait peut-être que les consommateurs voient le Bitcoin comme un moyen de paiement. Et ce serait peut-être un vrai déclic. Le Bitcoin qui est vu. Déjà qu'ils comprennent un peu ce que c'est, parce que c'est vrai en plus, c'est ça. Dès qu'on commence à comprendre le Bitcoin, tout d'un coup, un jour quelqu'un nous dit « Ah mais est-ce que tu connais le stablecoin ?» Flûte, et puis la monnaie digitale, on a l'euro digital qui va arriver. Donc voilà, il faut déjà se sortir de... Enfin, il faut que le grand public... Voilà, il le fera, mais intègre déjà toutes ces notions. Exactement, il faut aussi réussir à détacher le Bitcoin de cette image de produit spéculatif. Ce n'était pas la raison de la création du Bitcoin, concrètement. Le Bitcoin est donc une réserve de valeur et c'est une innovation technologique qui permet un transfert de valeur numérique sans duplication. Et donc, c'est un système monétaire plus qu'un moyen de paiement. Donc, il faut vraiment comprendre la philosophie du Bitcoin, arrêter de le voir comme un outil spéculatif, parce que c'était pas du tout l'objectif du là il l'est, mais parce que sa valeur, oui. Regarde, en un an, on est passé de 10 000 à... Bon, sa valeur la plus haute, c'était 60 000. Aujourd'hui, voilà. Et puis on sent que même s'il rebaisse, il y a des seuils, voilà, il franchit des seuils à chaque fois et il n'ira pas plus bas, quoi. C'est un peu le... C'est vrai qu'on atteint des supports et il y a beaucoup d'actualités concernant les crypto-monnaies. Après, concernant le Bitcoin, c'est un peu particulier. Le Bitcoin qui est considéré comme de l'or numérique et qui a été donc favorisé par un environnement avec des taux bas, favorisé par des achats d'obligations par les banques centrales. Est-ce que ça sera toujours le cas ? On entre dans une... on entre dans une nouvelle période, effectivement, où on va avoir une normalisation des politiques monétaires et le Bitcoin pourrait être frappé, à l'image de l'or, par exemple, de cette nouvelle configuration. Vous y croyez ça, Gabriel ? Moi, en tout cas, par rapport à l'utilisation des bitcoins ou de la crypto-monnaie dans le commerce ou le e-commerce, on peut parler d'une initiative assez importante de Coinbase qui a fait une... Ça, c'est la plateforme sur laquelle on peut acheter, justement. Disons qu'on appelle ça un wallet, c'est-à-dire que vous avez la capacité de transformer de la monnaie traditionnelle, qu'on appelle fiat dans le monde de la crypto, en crypto-monnaie. Et donc, Coinbase s'associe avec Shopify, qui est la plus grande plateforme e-commerce mondiale, pour permettre un paiement à l'intérieur même de Shopify en monnaie, en crypto-monnaie. C'était peut-être un peu ce qui manquait aujourd'hui, Carl le disait à l'instant. Voilà, à part acheter une Tesla, faire des échanges en disant tiens, ça a pris de la valeur. On était un peu, on voyait pas trop ce qu'on pouvait faire de ces bitcoins à part jouer, une monnaie de réserve. En fait, c'est ça. Il y a un concept fondamental dans la crypto-monnaie qui n'est pas encore tout à fait élucidé, c'est le concept d'utility, c'est-à-dire d'utilité. À quoi ça sert ? À quoi ça, normalement, logiquement, une monnaie pour le grand public avant l'investissement, avant le retour sur investissement et le placement financier, c'est avant tout pour les échanges. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie, elle est arrivée avec une solution à l'envers, c'est-à-dire que d'abord on a un produit financier et on a très peu d'échanges. Il y a une crypto
qui est parti immédiatement avec cette perspective-là, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, c'est une monnaie qui a une volonté de résoudre la problématique d'utilité. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est associée de plus en plus à des smart contracts qui permet un échange entre deux propriétaires de crypto-monnaies, et c'est d'où est arrivé le concept de NFT, qui est précisément l'outil qui permet de matérialiser les échanges entre deux propriétaires de crypto. Oui. Le NFT, justement, pour la petite anecdote, pour acheter des NFT, on ne le fait qu'en Ether. 99% des plateformes, on ne le fait pas en euros ou en dollars. Il faut directement être en Ether. C'est un indicateur. Vous parlez des stablecoins. Jérôme Powell envisage de ne pas faire son CBDC, donc son coin centralisé, mais directement d'adopter les USDC, les USDT, les stablecoins déjà en vigueur. Donc, là, en fait, de toute façon, la règle d'or pour l'émancipation... Il y a une valeur qui est décidée et qui ne fluctue pas. Oui, le stablecoin, c'est un pour un. En fait, il réplique la monnaie du dollar en l'occurrence. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que pour que ça marche, tout ça, pour que ce commerce, le consommateur et le professionnel qui propose ses biens ou services, que tout ça s'adopte, ça passe par une connaissance et une compréhension, c'est ce que vous disiez, et notamment d'un soutien des organes centraux, qui pour certains cherchent à créer le leur. C'est le cas de Lagarde en Europe, qui veut plutôt créer son eurocoin, on va dire, et les États-Unis qui se disent, bon, est-ce qu'on s'embête à faire ça, ou est-ce que directement on adopte ce qui existe déjà et qui fonctionne très bien? Oui, puis ce qui a marché avec d'autres technologies qui viennent des États-Unis, qu'on a adopté. N'oublions pas que tout ça n'existe que parce que vous venez de dire ça, la technologie. En fait, ce Bitcoin repose avant tout sur une blockchain. Et le blockchain, c'est l'inviolabilité d'une transaction, la traçabilité d'une transaction, l'écrasement des frais et l'instantanéité. Je le dis souvent sur ce plateau, il faut encore 3 jours pour envoyer de l'argent sur votre compte à vous. Ça prend 4 minutes ou 3 minutes sur la blockchain. Ça, c'est vrai que c'est incroyable. On veut faire un virement, on dit voilà. Faut attendre, faut demander et si on le veut tout de suite, hop, c'est payant. C'est payant. Si vous vous trompez, c'est foutu. Ouais, et si on prend, c'est fichu. Ça pourrait être quoi les freins à l'adoption des crypto-monnaies par le grand public, Reda? Alors évidemment, on l'a dit, la compréhension, mais on va dire, une fois qu'ils auront compris, qu'ils auront vu qu'il y avait une certaine stabilité, bon, il y a toujours de la volatilité sur les monnaies, mais voilà, que ça se normalisait un peu. Alors, je pense que les freins sont plus du côté de certaines grandes institutions qui vont très souvent pointer du doigt le Bitcoin. Alors, pour retracer un petit peu ce qui s'est passé lors des débuts de Bitcoin, on en parlait énormément comme une monnaie qui servait d'échange pour le trafic de drogue, notamment sur Internet. Aujourd'hui, on parle énormément de l'impact écologique du Bitcoin. Donc ça, déjà, c'est peut-être un aspect qui pourrait refroidir l'adoption par le grand public. Mais en plus de ça, certaines grandes institutions, comme par exemple le FMI, qui ne cessent de pointer du doigt le Bitcoin, en prenant pour exemple le Salvador, qui a fait du Bitcoin une monnaie légale. 50% de leur monnaie. Voilà, donc selon le FMI, ça ne devrait pas arriver parce qu'effectivement, il y a une forte volatilité. En plus de cela, il y a un danger pour les utilisateurs. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que très récemment, le FMI a tout de même pointé des bons côtés à cette adoption du Bitcoin, notamment la possibilité de rendre plus efficaces les transactions et de favoriser l'inclusion financière, c'est-à-dire pour ceux qui sont exclus du système bancaire. Donc c'est important d'en parler parce qu'effectivement, c'est la première fois que le FMI va parler donc d'un avantage du Bitcoin en prenant pour exemple le Salvador. Et c'est ça, je posais la question à Gabriel et à Karl. Est-ce que c'est un peu ça pour les particuliers où ils vont comprendre que est-ce que c'est entre le moyen d'investir et le fait de payer quelque chose, parce que c'est là où on a du mal à saisir vers quel j'ai l'impression que les gens ils n'ont pas bien saisi. Ils voient ça comme un outil d'investissement. On l'a dit, pas encore un moyen de paiement, mais bon, le jour où on aura les deux, c'est là où ça va décoller. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème technique clair et net. Aujourd'hui, on va voir le grand public, on leur demande d'ouvrir un MetaMask, un wallet Ethereum, et de commencer à acheter des choses grâce à ce MetaMask. Je peux vous dire qu'on perd 90% de la population instantanément. C'est très compliqué, c'est ardu, c'est complexe. Techniquement, il faut être vraiment alerte. Il faut savoir intégrer un plugin. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas facile. Une fois qu'on a ce MetaMask, on en fait quoi? Et c'est bien ça le problème, c'est à quoi ça va servir. Aujourd'hui, la tendance, je pense, et c'est ma conviction, de l'achat via les crypto-monnaies va se faire à travers ce produit qui est le NFT, qui est la digitalisation de la notion de propriété.
C'est-à-dire que grâce à ce NFT, vous pouvez prouver que telle ou telle chose vous appartient. Ouais. Ça, c'est quand même révolutionnaire d'un point de vue de la relation qu'on a avec l'achat, puisqu'on peut... De toute manière, on pourra toujours prouver... C'est certifié. Voilà, on pourra prouver que tel objet nous appartient. Ce qui est arrivé pendant l'été, c'est que c'est le domaine de l'art qui a été embarqué par ce concept de NFT, et aujourd'hui on peut acheter de l'art numérique grâce à ce non-fungible token, ce NFT, qui vous permet directement de acheter une œuvre de Damien Hirst, participer à une vente aux enchères chez Christie's, parce que automatiquement, grâce à ce NFT, vous pouvez prouver la propriété de cette œuvre d'art. Avec un équivalent dollar qui peut se monter à plusieurs millions de dollars. Oui, alors en plus, c'est-à-dire que vous investissez en Ethereum, par exemple, vous avez la valeur de votre œuvre qui augmente, et en plus de l'Ethereum qui augmente. Donc vous avez un potentiel de profit qui est au carré. On entend souvent là j'entendais encore Claude Lelouch, le cinéaste, réalisateur, qui lance le Clapcoin, donc pour une monnaie donc virtuelle dédiée au monde du cinéma. C'est peut-être un peu ça aussi qui crée la confusion. On a l'impression que n'importe qui peut lancer sa monnaie dans son secteur d'activité. Alors, d'abord, n'importe qui peut créer son token. N'importe qui peut créer son coin. Le mot monnaie est un peu galvaudé. D'accord. Parce qu'en fait, si on revient à l'étymologie du mot, c'est un moyen... On parle plutôt d'actifs, mais en tout cas, le mot monnaie, c'est un moyen d'échange. Et en l'occurrence, un moyen d'échange n'est pas que financier. Il peut échanger contre des avantages, des services. Je fais la transposition avec ce que vous disiez sur les NFT. L'univers du gaming est absolument colossal. Ce sont des milliards de dollars et des millions d'utilisateurs connectés dans le monde entier. Là, l'émergence du métaverse va donner du sens à ces crypto-actifs. Et là, vont peut-être devenir des monnaies d'échange. Je vais aller dans mon jeu vidéo, et je vais pouvoir acheter des avantages pour mon personnage en payant en crypto-monnaie à ce moment-là. Oui. J'ai un avantage contre une devise, contre un actif financier. 3,5 milliards, vous le disiez, 3,5 milliards d'habitants sur Terre n'ont pas de banque. Juste la moitié de la planète, accessoirement. Alors nous, en France, on se dit, bon, c'est loin. Ouais. C'est juste la moitié de la planète. Donc il y a aussi un vrai enjeu. Le nerf de la guerre, de toute façon, c'est que les Français, parce qu'on est sur une émission française, comprennent l'utilité. Ah oui. Pour l'instant, je ne comprends pas bien l'utilité. En fait, à quoi ça sert? C'est très spéculatif. Donc comment il faudrait faire pour accélérer? Est-ce qu'il faut accorder des prêts en bitcoin? Est-ce qu'il faut... Quand Internet est arrivé en 95, il fallait télécharger avec un petit CD-ROM AOL qu'on mettait dans sa petite... Il a fait la fortune des journaux... C'était compliqué. Il a fait la fortune des journaux papier. C'était compliqué. Il fallait brancher son modem. C'était compliqué. Bon, maintenant, on ne se pose plus la question. Il a fallu 10 ans, 15 ans. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Vous avez dans l'acceptation d'une révolution 3 grandes familles, les pionniers, les early adopters, dont je pense qu'on fait partie. Et puis après, vous avez tout le reste qui va petit à petit s'émanciper. Le téléphone fixe, quand on est passé au téléphone portable, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. La couverture du réseau des satellites a mis 15 ans à arriver. Et Rida, est-ce qu'on attend une réglementation aussi plus forte dans le domaine? Alors je vais pas prendre l'exemple de la Chine, qui est assez particulière en termes de dirigisme, mais on sent quand même des autorités réglementaires qui vont un peu à tâtons. Oui, c'est vrai, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que certains exchanges sont en train de changer de position par rapport à cela. Certains montrent une nouvelle position pro-régulation, et c'est une très bonne chose. Binance, qui a mis 100 millions d'euros en France pour ça. Oui. Exactement, pour promouvoir donc le développement de l'écosystème blockchain et des crypto-monnaies en France et en Europe. Donc ça, c'est très intéressant. On a une réelle volonté de certains exchanges de s'aligner. Vous parlez de Binance, ça pourrait remplacer justement un jour l'autorité des marchés financiers? Binance? Non. Binance est une plateforme d'échange. Ça serait une banque demain. Ça serait une banque. Et je pense concrètement que concernant les banques, le réel concurrent, c'est peut-être ce qui est finance décentralisée. Donc là, effectivement, on a une réelle concurrence, c'est basé sur la blockchain, et on n'a plus besoin d'intermédiaires, que ce soit pour accorder des prêts ou bien pour contracter des emprunts, par exemple. Alors la finance décentralisée, et ça concerne directement Ethereum, parce que c'est basé sur les smart contracts, ça pourrait être effectivement un concurrent pour le secteur
bancaires. Mais concernant les exchanges, c'est simplement une très bonne chose pour donner confiance aux investisseurs français, parce qu'on est plus en sécurité. Lorsqu'on a l'AMF qui veille sur les différents acteurs du marché, donc je pense que c'est un très grand pas pour changer déjà la vision qu'ont les investisseurs de la crypto-monnaie et pour voir par la suite d'autres exchanges s'implanter éventuellement en France. Gabriel Mawani, justement, autour de ces crypto-monnaies, est-ce qu'on doit s'attendre à... alors il y en a plusieurs qui vont arriver, mais autour... Enfin, voilà, j'avais perdu le fil de ma question, mais je revenais sur l'histoire des non-tokens fongibles. Est-ce que c'est ça qui va faire décoller un peu tout ça, selon vous ? Parce que là, on a l'impression qu'on réussit à mieux comprendre la valeur. Voilà, ça fait atterrir la crypto dans le monde réel ou dans le monde des transactions. Et pour rebondir tout à l'heure sur ce que vous disiez par rapport à Claude Lelouch, c'est ça qui en parle dans le cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de la crypto a besoin de marques de crédibilité. Donc c'est intéressant quand une institution comme Visa va acheter des CryptoPunks. C'est une collection d'NFT extrêmement connue. Quand des artistes s'y intéressent, comme Booba, par exemple, va vendre des clips directement en NFT. Quand on voit la start-up française Sorare. Sorare, par exemple. Il y a aussi un artiste japonais qui s'appelle Hiroando qui est en train de lancer sa collection, qui s'appelle Samurai Cat. Là, vraiment, il est en train de reproduire sa collection du monde réel, qui a été achetée par des artistes, par des grands collectionneurs. Il est en train de la reproduire dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, tout ça donne de la crédibilité, de la légitimité à ce monde et qui petit à petit va percer, va se faire écouter du grand public. Et ça, c'est important. Et c'était Karl qui parlait tout à l'heure du métaverse. Oui. Là, oui, ça va être une étape aussi supplémentaire. Oui. Alors bon, aujourd'hui, ceux qui adoptent le métaverse, ce sont des joueurs du type Second Life, des mondes virtuels. C'est pas encore très très grand public. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent. Il y a de l'argent dépensé, bien sûr, déjà. Bien sûr. Mais disons que ça permet encore une fois de créer un vrai monde dans lequel on peut échanger de la crypto et des NFT, et donc utilité, et donc une compréhension très immédiate de la part des utilisateurs. Ce que dit Gabriel là, sur les NFT, alors évidemment à la base c'est l'art. Et c'est la preuve d'authenticité d'un art numérique dont on a la preuve de la propriété. Mais pour revenir sur le métaverse, il y a des rappeurs comme Travis Scott qui, dans un jeu qui est très connu qui s'appelle Fortnite, ils ont réuni 45 millions de personnes. Bon, ça commence à être sérieux. Des petites marques comme Nike, BMW, Dolce & Gabbana créent des gammes de produits exclusifs dans le métaverse. Le métaverse, c'est un jeu vidéo, on n'est plus ni moins, vraiment. Et donc, on ne peut l'acheter que sous forme de NFT. Donc, ça veut dire que je reviens à mon petit avatar, parce qu'il faut bien comprendre que aujourd'hui, on a une vie physique et une vie réseau social. Demain, on aura son réseau social en avatar. Bon. Eh bien, je vais pouvoir personnaliser mon personnage avec des pièces uniques, une paire de baskets, acheter tout un tas de services et de produits de mes grandes marques préférées dans le monde réel, transposés dans le monde virtuel. Et qui auront une valeur derrière. Enfin, non, mais bien sûr qu'ils auront une valeur. C'est ce que disait Gabriel. La valeur, elle sera intrinsèque à l'évolution du cours de la crypto avec laquelle je l'ai acheté et de l'offre et de la demande du produit. Si j'ai un produit unique, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, vous avez une paire de chaussures qui est signée par un Michael Jordan ou un rappeur très connu, sa cote monte très fort parce qu'il y a une appétence pour ce type de produit. Ce sera la même chose de manière digitalisée et j'apporterai la preuve de l'authenticité contre les faux dont les marques de luxe et les montres, etc. souffrent beaucoup. Eh bien, j'aurai la preuve de l'authenticité de mon produit et il suivra le produit avec l'avis de son nouveau propriétaire. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, tous les trois. Karl Toussaint Duvas, donc cofondateur de Net Investment, Reda Boutika, Chief Analyst chez XTB France, et Gabriel Mawani, fondateur de Panda Dynasty. Merci. Donc dans les NFT. Merci messieurs d'être venus en quelques minutes, nous essayer d'étayer sur le marché. Avec grande joie. Et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter.